Bien le bonjour mes très chers sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance de notre séquence. Alors pas exactement puisqu'en fait cette séance va être en deux parties. Donc aujourd'hui je vais faire la partie plutôt étude de la fin du texte avec notamment la morale et aussi tout le côté où vous allez voir le merveilleux. Ce que c'est que le merveilleux, c'est un mot, un mot de vocabulaire très important dès qu'on étudie l'univers des contes. Et ensuite, donc, on passera à une séance de langue donc, que je donnerai courant de semaine prochaine, qui va être donc sur les accords dans le groupe verbal. Donc vous allez voir une séance de grammaire vraiment pure. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve donc pour la dernière séance qui s'intitule, ça va s'afficher maintenant, donc la séance 5, les merveilles des contes. Et donc, on va voir ce mot merveille, donc son sens et son sens justement dans les contes. Donc, c'est parti, on démarre avec nos objectifs. Alors, nous avons aujourd'hui deux objectifs. Donc, comprendre ce qu'est le merveilleux dans un conte. Donc, c'est un mot qui est très spécial. Alors, si on avait été en classe, justement, je vous aurais demandé de réfléchir à ce que veut dire ce mot de merveilleux dans le sens de la vie de tous les jours, hein. Ça aurait été intéressant. Là, malheureusement, c'est un peu compliqué, donc on passe directement à des choses un peu plus simples, un peu plus directes. Deuxième objectif, donc faire ressortir la morale de l'histoire. D'ailleurs, vous allez voir là où les morales, puisqu'on peut en trouver plusieurs. Et là, ce sera à vous de jouer et de me proposer justement plusieurs morales à cette histoire. En tout cas, on va commencer par le merveilleux maintenant. C'est parti, on enchaîne. Donc partie normale toujours, hein, dans le grand 1, et on va se poser la question de savoir si ce texte est magique ou pas, donc un texte magique. Donc le support c'est La Belle et la Bête, et j'ai mis texte intégral, puisque là je vais vous demander de retourner un peu partout dans le texte pour retrouver justement ces éléments. Donc la consigne est la suivante, remplis le tableau suivant, que je vais mettre juste après, vous inquiétez pas, en relevant les éléments magiques présents dans le texte. Je vous demande de bien indiquer la page à chaque fois. Vu que des images valent mieux qu'un long discours, je mets tout de suite, hop, le tableau qui apparaît, qui va me cacher normalement intégralement, vu qu'il est très grand. Je vous demande donc de me refaire ce tableau. Alors, le nombre de lignes, vous pouvez le respecter, hein. Alors, c'est à peu près ce que j'ai trouvé comme nombre d'éléments magiques. J'en ai peut-être oublié, hein. J'en ai peut-être zappé certains, entre guillemets. Donc, vous n'hésitez pas, si jamais vous en avez trouvé plus, vous pouvez mettre plus de lignes, hein. Si vous en trouvez moins, c'est pas grave. Justement, vous pourrez compléter avec ceux que j'ai trouvés. En tout cas, faites-le sérieusement. Ça permet de se remettre un peu le texte dans la tête. Et ça permet aussi de bien avancer sur ce qu'on va faire par la suite. Je vous ai mis pour vous aider justement le premier élément magique du texte, hein, donc aux pages 27 et 28. Donc de nouveaux habits de la nourriture apparaissent comme par magie pour le père. Alors là vous allez voir, c'est pas exactement le tout premier, hein, peut-être que vous allez en trouver avant. Mais en tout cas c'est intéressant puisque le père en fait à un moment donc, est au château et boum, on a des choses qui apparaissent comme par magie pour lui. Voilà, et donc il met ça, vous verrez plus tard, sur le compte d'une certaine personne. Donc je vous demande de remplir ça, donc vous mettez à chaque fois chaque élément magique en utilisant, donc vous avez vu, hein, une petite phrase, une petite expression pour m'expliquer en gros ce que c'est que cet élément magique, qu'est-ce qui est magique, et vous mettez en face la page, et là où les pages d'ailleurs, si c'est un peu plus long, et ensuite donc voilà, on aura un bon résumé de tout le côté magique de ce texte. Alors j'ai pas mis dans le côté magique justement le fait qu'il y ait une bête qui parle, hein, qui est déjà voilà, quelque chose de principal dans le texte, hein. Je l'ai pas remis, mais bien sûr. Bon, ça c'est la base, il n'y a pas besoin d'analyser le texte en profondeur pour le voir. Vous mettez sur pause si vous voulez faire ça maintenant. Si vous l'avez déjà fait en ayant lu les documents avant, ben voilà, il n'y a pas de souci, vous passez directement à la correction. Et dans tous les cas, donc on se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, donc les éléments magiques du texte. Donc j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 différents. Donc le premier, on l'a déjà vu ensemble, j'en reparle pas. Alors il y a un autre élément magique qui intervient un peu plus tard dans le texte. Donc quand le père part du château de la bête donc lui propose de remplir un coffre avec de l'or, donc lui donner de l'argent tout simplement. Et le coffre va apparaître à la page 31, comme par magie, pouf, au pied du lit du père, hein, qui est assez, voilà, il se dit, ah tiens, il y a le coffre d'or qui est là. Voilà, bon, c'est une bonne surprise, hein. En tout cas, il est assez content. Et donc, voilà, ça, c'est un premier élément magique, puisque vous allez voir, le thème des objets qui se téléportent, c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est-à-dire qui arrive souvent dans le texte. Troisième chose, donc, alors, c'est un moment où Belle donc, rêve pendant son sommeil, et il y a une fée qui apparaît pour l'encourager, pour lui dire qu'elle a fait le bon choix, de se sacrifier pour son père et que du coup elle sera récompensée parce que c'est une très bonne action. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très classique dans les contes. Le personnage fait une bonne action, il est récompensé. Il fait une mauvaise action, bah, il est puni, hein. Pensez par exemple à Pinocchio. Justement tout le thème du texte est là, hein. C'est-à-dire que Pinocchio, bah, si on prend la version Walt Disney par exemple, les méchants enfants sont transformés en ânes, hein, dans le dessin animé, alors que les bons garçons n'ont pas de soucis. Donc Pinocchio c'est vraiment l'histoire de cette marionnette qui apprend à être un humain et donc à être un bon garçon, hein. C'est vraiment le thème principal du film et du dessin animé. Donc, on a cette fée donc, qui apparaît en rêve à Belle à la page 33.
On a ensuite autre chose qui a été repris dans le film de Disney. Donc il y a un miroir magique qui permet à Belle d'observer ses proches. Puisqu'effectivement, la Bête se doute bien que pendant plusieurs mois, années peut-être, on ne sait pas au début du texte combien de temps elle va passer là-bas, si elle reste complètement coupée du monde extérieur et de ses proches, ça va lui poser problème sans doute. Donc il lui a donné un miroir magique pour qu'elle puisse voir ses proches, elle peut observer comme ça sa famille à distance, voir si tout va bien. Ce qui d'ailleurs va la pousser à revenir chez elle dans la suite du texte, puisque grâce au miroir, elle va voir que son père est très malade, est en train de mourir de chagrin, et donc elle va aller le voir pour lui montrer qu'elle est bien vivante et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la page 34. Alors, justement, quand la Belle veut rentrer chez elle, téléportation, ouf, elle se téléporte dans sa maison pendant la nuit, donc elle s'endort dans le château, et elle se réveille le lendemain matin, donc dans son lit, dans sa maison, aux côtés de sa famille. Donc ça, c'est la page 40. Le grand élément magique classique du texte, c'est à la page 43, c'est la Bête bien sûr qui se transforme en prince à la fin grâce à l'amour de Belle. Donc hop, pouf, pareil, la Bête va devenir un beau prince, voilà, avec toutes les qualités inhérentes à un beau prince de conte. Et justement, il y a un autre élément magique dans cette fin de texte avec l'arrivée de la fée, donc qui récompense Belle en la faisant donc reine, princesse, avec des richesses infinies. Et au contraire, les deux sœurs, elles sont punies. Donc il y a un dernier élément magique. Ces deux sœurs sont changées en statue par la fée. Et là, voilà, on a vraiment un élément magique très négatif pour le coup, puisque c'est un sort très mauvais que lance la fée aux deux sœurs. Voilà, donc en tout cas, on a ici la liste d'à peu près tous les éléments magiques du texte. Si vous en avez trouvé d'autres, vous n'hésitez pas, vous les rajoutez à votre tableau, vous les gardez si vous avez déjà mis, il n'y a aucun problème. Et du coup, voilà, là on a une belle liste de tout ce qui est magique dans ce texte. Ce qui nous amène justement à deux questions maintenant que je vais vous poser sur ces éléments. Les voici. Donc la première question, c'est à la page 28. Donc quand le père justement voit ses habits propres là apparaître comme par magie, il a une théorie, donc qui est selon le père à l'origine de l'apparition des habits propres. Voilà. Qui selon lui a fait apparaître les habits. Il va parler de quelque chose, vous allez voir, donc il va dire que c'est de la magie, mais qu'il y a une certaine personne qui aurait pu faire ça. Et je vous demande de savoir s'il est étonné par ça. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, si jamais je me réveillais demain matin avec des vêtements propres comme ça qui apparaissent de nulle part comme par magie, sans personne chez moi, j'aurais sans doute un peu peur. Je me demanderais quand même ce qui s'est passé pendant la nuit pour que des choses comme ça arrivent. La question 2, c'est pareil. Donc je vous demande de manière générale maintenant, pas seulement le père, comment les personnages réagissent-ils dans le texte face à la magie? Donc par rapport à tous ces éléments, est-ce que les personnages, quand ils sont confrontés à un élément magique, s'enfuient en courant, en criant qu'il y a des sorcières dans le secteur? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, ils vont réagir de manière tout à fait normale et pour eux, ça leur paraît naturel? Et je vous demande, d'après vous, pourquoi ils réagissent comme ça? Voilà, donc à vous de voir, à vous de me dire, voilà, selon vous, pourquoi ils ont cette réaction que vous avez trouvée juste avant. Je vous laisse un peu de temps pour y répondre, donc pareil, on met sur pause si jamais on veut faire les questions tout seul, si jamais on veut passer directement au corrigé ou que les questions ont déjà été faites, et bien c'est parti, on enchaîne directement avec la correction. Très bien, donc on se retrouve pour la correction de ces deux questions, donc qui était relativement simple normalement. Donc la première question, le père donc lui met cette apparition sur le compte d'une bonne fée, donc il va expliquer que c'est une bonne fée sans doute qui a fait ce prodige pendant qu'il n'était pas là. Alors ils ne sont pas étonnés, c'est-à-dire que c'est une explication qui semble naturelle. Donc il voit les vêtements là, la nourriture apparaître, ah oui tiens, ça doit être une fée. Voilà, donc il n'est pas en train de se dire que quand même c'est très bizarre d'avoir des fées qui se baladent comme ça, que c'est très bizarre d'avoir des éléments magiques aussi surprenants. Non, voilà, il dit juste, ah, c'est marrant, il y a une fée qui m'a apporté des vêtements et des habits. Voilà, il n'est pas en train de se poser plus de questions que ça. Et justement, dans la question 2, c'est pareil, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas spécialement surpris par les différentes manifestations de la magie dans le texte. Ils ne sont pas en train de s'enfuir en courant dès qu'il y a un événement magique. Quand Belle réapparaît dans la maison de son père, par exemple, la nuit, elle n'est pas en train de se dire, mais mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis téléporté, mais c'est bizarre, quoi, c'est étrange. Non, enfin, elle se lève, voilà, papa. Voilà. Donc ça pose pas de problème particulier au personnage. C'est pareil, quand il y a le miroir magique, elle n'est pas en train de se dire, elle n'est pas en train de dire à la bête, mais attendez, mais d'où ça sort, c'est un miroir magique, mais ça n'existe pas, c'est impossible d'avoir un miroir magique. Elle dit voilà, j'ai un miroir magique, c'est bien, je peux voir mes proches. Donc les personnages ne sont pas du tout étonnés par ces éléments magiques, ça leur paraît naturel. Alors pourquoi? On peut penser sans doute que la magie, tout ce qui va être surnaturel, tout ce qui va être un peu étrange, ça fait partie de leur monde, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un univers, leur univers à eux,
où ces choses-là sont naturelles. C'est-à-dire que c'est un univers où on peut voir des sorcières, des bêtes qui parlent, elles changent en prince, ça pose pas de souci. Une fée qui apparaît, qui change déjà en statue, ça pose pas de souci. Parce que ça fait partie de leur monde, cette magie est dans leur monde. Ils ne sont pas choqués. Alors ça reprend justement plein d'exemples de contes qu'on verra un peu plus tard, justement dans le bilan. Mais en tout cas, dans La Belle et la Bête, ces personnages sont confrontés à la magie de manière naturelle. Ils ne sont pas en train de s'interroger, de se poser des questions. C'est pareil, le père, quand il voit le coffre plein d'or le matin au pied de son lit, il saute pas partout en courant dans tous les sens, en se disant mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible. Non, il dit ah d'accord, le coffre est apparu, c'est marrant quand même. Voilà, j'ai de l'argent. Voilà, donc ça c'est quand même assez particulier. Alors justement, si on va maintenant sur une sorte de bilan un peu de mi-parcours là, de cette séance, donc une petite définition. Alors qu'est-ce qu'un conte merveilleux? Alors, un conte merveilleux, donc, alors ça vous écrivez à la suite, indirectement des questions, c'est un conte dans lequel les personnages ne sont pas surpris par l'irréel, par la magie. Donc un conte merveilleux, c'est un conte donc, où il y a des merveilles, des choses un peu étranges, mais les personnages, ils sont habitués, il n'y a pas de souci, c'est la partie de leur univers. Alors, ces éléments merveilleux, justement, auxquels les personnages vont être confrontés, ils peuvent être très différents. Ça peut être des fées, des sorcières, des monstres, des événements surnaturels, etc. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Alors, c'est pas que dans le conte, par exemple, puisque vous ferez ça en cinquième, dans les romans de chevalerie, tous ces textes qui tournent autour des chevaliers, notamment les chevaliers de la table ronde, il y a plein d'événements comme ça assez étranges qui vont se passer. Pareil, les personnages ne sont pas choqués, c'est-à-dire que les chevaliers se battent tout le temps contre des démons. Il se pose la question de savoir ce que fait un démon ici, des dragons, etc. Des créatures. Il y a un serpent géant, par exemple, dans Yvain le chevalier au lion. Il y a par exemple aussi plein d'événements surnaturels. Par exemple, il y a un personnage qui va se face à une fontaine. Quand on approche de la fontaine, il va y avoir une tempête, etc. Après, il y a un gardien. Enfin bon, il se passe plein d'événements comme ça étranges, mais les personnages ne sont pas surpris. Ça fait partie de leur univers. Donc là, c'est la même chose ici, justement. Alors, des petits exemples. Par exemple, le petit poussé n'est pas surpris de voir un ogre. C'est-à-dire que quand il voit l'ogre, là, quand il arrive dans la maison, il se dit pas, mais tiens, c'est un ogre, attendez, mais ça n'existe pas, c'est impossible. Ah, il se sauve en courant. Non, il dit, voilà, c'est la maison d'un ogre. Ok. Pour Cendrillon, c'est pareil, il est normal que sa marraine soit une fée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de, quand elle voit la fée arriver, là, apparaître de nulle part, en disant, ah, je suis ta marraine, la fée. Bah, pareil, elle ne sauve pas en courant en disant, mais c'est impossible, la magie n'existe pas. Ah. Non, elle reste là, et puis elle comprend que sa marraine est une fée, que c'est normal, et qu'il va y avoir de la magie. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on appelle le merveilleux, c'est-à-dire des éléments magiques, mais face auxquels les personnages ne sont pas surpris. Alors c'est l'inverse justement de tout ce qui va être l'horreur et le fantastique, puisque là justement les personnages qui vivent dans un univers réel, comme le nôtre, vont être confrontés à des choses surnaturelles, bizarres, étranges, monstrueuses, et là pour le coup ça va leur poser problème. C'est pour ça que dans les films de zombies, les films de vampires, etc., de loups-garous, tout ce que vous voulez, les films d'horreur en général, les personnages, quand ils sont confrontés à ces créatures, ils s'enfuient en courant. Ils ne restent pas à dire ah tiens, un loup-garou, c'est marrant. Non, voilà, ils vont vraiment s'enfuir, avoir des réactions qu'on pourrait avoir. Voilà, ce qui n'est pas le cas des personnages de contes de fées qui, eux, sont habitués à ce genre de choses. Voilà, je vous laisse là-dessus, donc sur ce petit bilan de mi-parcours, et on enchaîne tout de suite. Alors, dernière ligne droite de la séance avant de passer à la séance de langue la semaine suivante. Donc, le grand 3, les morales de l'histoire, et non pas la morale de l'histoire, puisque vous allez voir, on peut en trouver plusieurs. Alors, la consigne est la suivante, elle est très simple. Trouve 3 morales différentes à cette histoire. Cette histoire, bien sûr, c'est La Belle et la Bête, pas une autre. Laquelle te semble la meilleure et pourquoi? Donc j'ai mis en bas déjà, vous avez vu un 1, 2, 3. Donc vous me dites, voilà, quelles sont les 3 morales différentes que vous arrivez à trouver. Si vous en trouvez moins, c'est pas très grave. Si vous en trouvez plus, c'est bien aussi. N'hésitez pas à en mettre plus. En revanche, je vous demande de faire un choix. Donc laquelle vous semble la meilleure, c'est celle qui colle le mieux à l'histoire, celle qui est peut-être aussi la plus intéressante. Et je vous demande pourquoi. Voilà, donc ça peut être quelque chose de très intéressant justement à m'envoyer. Puisque là, je n'ai pas proposé de correction. C'est vraiment chacun qui va faire selon ce qu'il a trouvé dans le texte, selon sa lecture du texte. Donc n'hésitez pas à me renvoyer au moins ça, les morales, même en message, pour que je puisse voir un peu ce que vous avez trouvé, ce sera toujours intéressant. Voilà. Donc, on va clore donc maintenant La Belle et la Bête avec une dernière petite question. Donc, on aurait dû faire en classe un petit travail de groupe, etc. C'est pas possible. Donc, j'ai simplifié encore une fois. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus direct. Et donc, on enchaîne donc sur une sorte de bilan du texte en général. Donc, je vous demande ce que vous avez pensé de ce conte, donc de La Belle et la Bête, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. En gros, je vous demande de me faire un bilan de lecteur, de votre lecture. Alors, j'attends pas de réponse forcément positive à 200% en me disant j'ai adoré ce livre, c'est le meilleur livre de ma vie. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas au final que vous ayez aimé ou pas le livre. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de dire pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous l'avez pas aimé. C'est un peu ce qu'on fait sur le prix des incorruptibles. Donc à chaque fois qu'on lisait un livre, il fallait expliquer pourquoi on l'avait aimé, pourquoi on ne l'avait pas aimé. Là, c'est la même chose. J'ai envie de savoir, voilà, La Belle et la Bête, si c'est un texte qui vous a plu, et pourquoi il vous a plu. Au contraire, pourquoi il ne nous a pas plu.
ou alors aussi avoir des sentiments peut-être un peu plus mélangés, c'est-à-dire, bah oui, il y a des choses que j'ai adorées, par contre, il y a des choses que j'ai détestées. Par exemple, bah, j'ai adoré tout le côté magique, merveilleux, c'était chouette, quoi. Quand la bête se transforme à la fin, c'est un beau moment. Tous ces personnages de fées, ces choses étranges qui vont se passer dans le texte, c'est intéressant. En revanche, voilà, des choses que j'ai pas aimées, bah, les personnages des deux sœurs, vraiment, elles m'ont énervé. Les deux frères, voilà, enfin les frères, là, ils servent pas à grand chose, moi ça m'a énervé, j'aurais voulu vraiment qu'on en fasse quelque chose. Donc voilà, vous pouvez trouver comme ça plein de choses différentes. Donc à vous, pareil encore une fois, hein, si vous voulez m'envoyer votre bilan, il n'y a aucun souci, faites-le, ça m'intéressera toujours autant. Je vous laisse là-dessus, donc sur ce bilan. Donc c'est une séance qui est bien remplie, hein, qui était assez longue. Donc vous pouvez la faire tranquillement pendant la semaine. Je vous rappelle donc il y a l'évaluation aussi qui a été donnée, hein, donc sur les valeurs de l'imparfait du passé simple. Donc pareil, vous me la renvoyez tranquillement. Certains l'ont déjà renvoyé, hein, j'ai donné ce matin, elle est déjà arrivée, donc c'est vraiment parfait. Hein, n'hésitez pas à l'envoyer si possible. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc une bonne semaine, je vous souhaite de belles journées et je vous dis à bientôt. Au revoir.